Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Laetitia Chaussès. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur cet espace Agora pour une nouvelle matinée de conférence organisée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. BP Aura, via sa filiale, la Banque de la Transition énergétique, est partenaire du sommet de l'élevage sur cet espace Agora. Et vous allez pouvoir rencontrer ici, tout au long de la matinée, des experts techniques, financiers de la transition énergétique et environnementale. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir décrypter des sujets, vous apporter des informations, des connaissances et des conseils aussi pour les agriculteurs qui sont présents aujourd'hui. Au programme de notre matinée, photovoltaïque, méthanisation, agrivoltaïsme, autant de sujets qui vont certainement vous intéresser et on espère vous voir nombreux toute la matinée. Avant de commencer les conférences, on a un petit bonus. On va découvrir le pitch d'une start-up qui a développé une solution pour les unités de méthanisation. Alors cette start-up, elle s'appelle Nevesus et vous avez à mes côtés son président, Joël. C'est ça, hein, Joël ? C'est bien ça, Joël Tanguy. Joël Tanguy. Et donc, le président de Nevesus est avec nous aujourd'hui pour pouvoir nous présenter la solution qu'ils ont développée. C'est une solution qui s'appelle Biogaz IA et qui va vous être expliquée tout de suite par Joël. Et en fait, elle a été récompensée dans le cadre d'un appel à projet lancé par GRDF en 2022 sur le sujet de la modulation de la production-injection de biométhane. Alors, en quoi consiste cette innovation ? Je vais tout de suite arrêter le suspense et donner la parole à Joël pour nous présenter Biogaz IA. Merci de cette introduction. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir au Sommet de l'élevage, GRDF, entre autres, qui nous a invités. Je vais vous présenter un outil qui, effectivement, on a déposé un appel à projet en 2022, qui a été donc retenu lauréat, qui consiste à intégrer vraiment les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle appliquées à la méthanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements existants sur les installations, mais qui font de la collecte, qui n'ont pas forcément du retour à l'instantané, qui n'ont pas une optimisation du pilotage à l'instantané et du retour d'information en instantané. Le fait d'utiliser la partie intelligence artificielle, on vient rentrer tous les éléments, ce que vous voyez à gauche, alors du coup à votre gauche, oui, à gauche en bleu, c'est tous les éléments de fonctionnement du site, mais aussi les éléments extérieurs. Ça peut être la météo, ça peut être le prix du spot, ça peut être les émissions de CO2 à l'instant T, de l'énergie. Beaucoup d'informations. La partie analytique laboratoire aussi, ce sont les analyses qui reviennent dans les algorithmes. La partie traçabilité logistique, parce qu'aujourd'hui c'est un des éléments importants, la traçabilité des flux. Et la partie ronde, voilà, d'exploitation. Et la partie GMAO qui est encore en cours de développement, mais qui permet de donner, de compiler toutes ces informations pour apporter une assistance vraiment à l'exploitant, lui libérer du temps et lui faciliter l'exploitation. Donc on va avoir un retour déjà de supervision, hypervision sur une application, mais on va pouvoir aussi avoir tous les indicateurs instantanés. Et les indicateurs, c'est un cahier des charges qu'on établit au départ. Il est vraiment très très large au souhait du maître d'ouvrage. On va apporter la partie conseil, puisque en digérant toutes ces données, on va faire du monitoring de l'énergie. Assez simplement, finalement, au bout d'un mois, on arrive à faire du monitoring de l'énergie, on arrive à savoir les puissances. Là, on va les optimiser, on va savoir qui fonctionne quand et comment, et on va essayer de décaler des fois ces temps de démarrage pour pouvoir aller chercher de l'optimisation économique. Aujourd'hui, des chiffres consolidés de l'outil qui a été mis en 3 démonstrateurs sur la Bretagne. On a un démonstrateur où on fait du pilotage, par exemple, de l'épurateur biogaz, biométhane. On a réduit de 14% la facture à l'énergie, ce qui est quand même l'élément le plus gros consommateur du site de méthanisation. Puisqu'on a été chercher les heures creuses au maximum, on a été faire des variabilités du ciel gazeux. Parce que l'outil, en digérant toutes ces informations, va permettre de faire du prédictif de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un site de méthanisation, on sait ce qu'il va produire dans 7 jours. On sait la situation du ciel gazeux. On sait aussi, du coup, le mettre en conformité avec les 3 heures de stockage réglementaire disponibles dans les ciels gazeux. Donc tout ça, ça permet d'aller vraiment optimiser et sécuriser l'installation. On va avoir une analyse aussi comportementale du fonctionnement du site et pouvoir alerter d'un changement, une pression, un débit de pompe qui varie, mais enfin à multiparamètres. On va faire une analyse comportementale de fonctionnement et venir alerter l'exploitant il se passe quelque chose, il y a quelque chose, il faut vérifier.
Et ça va aller aider de nombreux autres points, hein. La partie administration qui est aujourd'hui lourde et qui n'est pas productif, on va dire, mais qui est quand même nécessaire. Et ben, cette partie-là, on arrive à extraire les informations pour la RED 2, typiquement. On arrive à avoir la traçabilité et les informations de fonctionnement pour la RED 2, la traçabilité pour les GREP, enfin tous les éléments administratifs qui sont nécessaires à l'exploitant de renseigner. Et donc, il a encore vocation à se développer, hein, cet outil. On a encore d'autres modules qui viennent se mettre à côté. Il va encore se développer, mais il faut mettre pour ça des finances pour faire de la R&D. Donc on a besoin de soutien. Et là, on a eu le soutien de GRDF pour cet appel à projet et ça nous a vraiment aidé. On est une start-up, on n'est vraiment que 3 associés, donc les moyens sont un peu limités. Donc on arrive avec ça à se développer. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près toutes les grandes lignes. Le pilotage, vous voyez, récupérer toutes les données, réussir à faire du pilotage, réussir à faire du retour d'informations à l'exploitant, réussir à faire de l'optimisation énergétique, production, et on ira demain sur l'optimisation des recettes, puisqu'on arrive à avoir le prédictif des productions, on ira sur l'optimisation des recettes avec le phénomène des retours d'analyse qui viennent dans l'outil. On pourra encore aller chercher et conseiller l'exploitant sur l'optimisation, puisqu'on fait une gestion de stock aussi entre les intrants, les stocks, les mises en digestion. Donc on peut, grâce à la technologie et au développement de l'outil, aller très très loin finalement. Merci beaucoup. Vous pouvez respirer. Quelles compétences est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir utiliser l'outil? Parce que ça a l'air quand même assez complexe. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de données. Est-ce qu'il faut un diplôme d'informatique? Non, non, justement, pas du tout. On est 3 associés et 3 anciens exploitants. On a moi-même exploité un gros site de méthanisation pendant 10 ans, donc je sais qu'on n'a pas du temps à passer devant l'écran, c'est pas là qu'on va être productif. Et la mise en place, c'est nous qui la faisons. Et une fois que tout est mis en place, c'est très très rapide finalement. Le logiciel est hyper intuitif, il est hyper simple en utilisation et il permet à n'importe quelle personne lambda de l'utiliser. Il n'y a pas besoin du tout de compétences à ce niveau-là. Et justement, ça vient simplifier des fois des données qu'il fallait aller chercher malgré tout dans la supervision qui était compliquée. Là, on a vraiment en un clic, on choisit la période, on va chercher, on a tous les retours d'informations. Et donc aujourd'hui, l'outil est existant et vous êtes en phase de commercialisation. C'est ça. Donc comme je disais, il était sur 3 démonstrateurs basés grandement sur la partie Bretagne. Et aujourd'hui, on attendait un peu de consolider ces chiffres. Comme je vous évoquais tout à l'heure, les moins 14% sur la facture électrique, nous, on avait besoin de les avoir dans notre esprit pour être sûr que, voilà, qu'on corresponde aux besoins du client. Donc maintenant, l'outil est en commercialisation. Il va encore se développer, il y aura encore des modules de développement autour, mais il est en commercialisation. Et on a une volonté aussi avec une formule dedans, c'est un système de mensualité. Hein. On a une formule qui finalement fait du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est vraiment, on fait un cahier des charges, il y a des objectifs, on atteint les objectifs, on se partage la poire quelque part, il y a une formule. Et puis c'est sans engagement, c'est-à-dire que l'outil, s'il n'apporte pas la réponse, ben nous on l'enlève. Enfin, si l'exploitant considère qu'il ne lui apporte rien, on l'enlève, il n'y a aucun engagement. Pour nous, ce serait plutôt une mauvaise publicité de laisser un outil qui n'a pas d'intérêt ou que la personne n'a pas trouvé l'intérêt de l'utiliser. Alors qu'on sait que dès qu'on se pose, ne serait-ce que prendre le temps de se poser pour faire un cahier des charges un peu avec les gens au départ, c'est juste là qu'on leur prend un peu de temps finalement. Déjà, on fait faire des économies parce qu'on regarde la gestion des matières, le plan. Encore une fois, on est plutôt des exploitants de base. Donc on va chercher déjà le concret vraiment de l'exploitation, le fonctionnement, pour déjà aller faire un gros apport d'informations et de conseils. Et puis après, on va rentrer dans le dur pour lui simplifier la vie derrière. Merci beaucoup, Joël. Il nous reste 2 petites minutes. Donc si quelqu'un a une question à poser à Joël sur la solution Biogaz IA, c'est le moment de vous exprimer. Vous me faites un petit signe, je viens vous apporter le micro. Si vous avez envie d'avoir des précisions, c'est le début de la journée. Hein. Ouais. Très bien. Alors, si on n'a pas de questions, je vais à nouveau vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de succès avec cet outil. Merci beaucoup pour votre accueil puis ce temps que vous nous avez laissé à la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous.
Restez avec nous dans l'espace Agora. On va tout de suite lancer la conférence de la matinée, le temps que nos intervenants viennent me rejoindre sur la scène. Et nous allons aborder, on va rester en fait sur ce sujet de la méthanisation. Mais cette fois, on va vous proposer un retour d'expérience avec nos intervenants ici présents. Voilà, donc ce matin, c'est un retour d'expérience sur le sujet de la méthanisation avec Sébastien Lagrafeuille. Bonjour. Vous êtes co-gérant du GAEC Lagrafeuille-Puech. Vous avez d'autres fonctions. Vous êtes notamment président de l'entreprise Corrèze Biogaz. Merci d'être avec nous ce matin. Et avant de vous écouter, je vais donner la parole à Odin Soireau, qui est responsable du service accompagnement des ENR pour la BTE. Et bien, ensemble, nous allons faire le point sur le financement d'un projet de méthanisation. Comment est-ce que ça se passe, Odin, quand on a ce genre de projet et qu'on veut être accompagné ? Donc oui, je vais parler assez rapidement parce qu'on a d'autres conférences qui sont sur la partie financement des unités de méthanisation, mais je vais quand même en dire quelques mots. Donc nous, c'est vrai qu'à la Banque Populaire, donc juste pour refaire un peu de contexte, on a créé la Banque de la Transition énergétique il y a 3 ans, donc c'est assez récent. Le constat était que on avait de plus en plus de clients, enfin un des constats c'était qu'on avait de plus en plus de clients qui avaient des besoins de financement sur les énergies renouvelables et notamment les méthanisations. Que ce n'est pas des sujets simples à aborder en tant que banquier. Nous, on n'est pas des énergéticiens, on n'est pas spécialistes dessus. Donc, il fallait vraiment qu'on monte en compétences. Donc, on s'est fait accompagner, on a noué des partenariats avec des bureaux d'études, avec des spécialistes de ces énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner et de financer ces unités de méthanisation notamment. Donc, depuis septembre 2020, en termes d'accompagnement aujourd'hui pour le banquier, ce qui est important, ça va être, il va y avoir 2 sujets. Il va y avoir le porteur de projet, donc vraiment la qualité de l'exploitant agricole, et l'autre, d'une autre part, la méthanisation. Donc il y a à la fois la partie méthanisation qui est très importante, mais la partie exploitant est aussi très importante pour nous. Il y a vraiment ce double regard. Sur la partie financement, nous, on a les expertises en interne pour pouvoir accompagner, challenger les éléments qui nous sont proposés en amont des audits, parce que généralement, il y a différents audits techniques qui sont demandés. Nous, on le fait en amont, ce qui permet d'accompagner le porteur de projet et de l'orienter sur des solutions d'optimisation pour son unité de méthanisation. Voilà rapidement, après on a différents ratios à respecter, mais ça je pourrais y revenir plus longuement si jamais vous avez des questions, ou sinon lors des prochaines conférences sur le financement des unités de méta. Merci beaucoup. Effectivement, on a tout un programme de conférences. Vous avez des petits flyers qui ont été déposés sur les chaises. Vous pouvez retrouver aussi le programme sur le site du sommet. Et il y a plusieurs rendez-vous qui font vraiment un focus sur l'accompagnement des projets de méthanisation. Merci beaucoup, Odin. On va pouvoir échanger avec vous, Monsieur Lagrafeuille. Alors, avant toute chose, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre exploitation. Bon, il y a plusieurs indices sur vous pour savoir un petit peu ce que vous faites, mais j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce que vous faites, de votre exploitation, que vous puissiez nous la présenter. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Lagrafeuille, je viens en tenue de combat parce que je suis avant tout éleveur de vaches limousines, exposant au sommet de l'élevage dans le cadre, en plus cette année, du concours national de la race limousine. Donc j'ai beaucoup d'animaux qui sont présents sur le salon. Et donc ce matin, on est en concours. Donc je suis sorti du ring pour venir faire la présentation avec grand plaisir. Et de suite après, je repars parce que le match n'est pas terminé. Je reprendrai pour la deuxième mi-temps. En pleine Coupe du Monde de rugby, c'est d'actualité. Voilà, c'est ça. Il y a toute une équipe qui est là et c'est ensemble que l'on gagne. Donc, sérieusement, pour vous dire que le GAEC Lagrafeuille-Puech, c'est une exploitation familiale. Aujourd'hui, nous avons un troupeau de 300 mères vaches inscrites limousines sur une SAU de 420 hectares. Les associés familiaux, je ne le prends pas hors d'âge, ma maman qui arrive en fin de carrière, mon beau-frère Benoît qui a 53 ans, moi-même, je vais le dire, 46. Et après, c'est mon neveu qui a eu 30 ans cette année. L'exploitation, en plus, un salarié agricole à temps plein. Et j'ai la chance, en plus, d'avoir un jeune en apprentissage exceptionnel, passionné de l'agriculture et d'élevage.
Et en plus, donc maintenant, dernièrement, un salarié à mi-temps sur l'unité de méthanisation. Donc on est du monde pour s'occuper de l'exploitation, mais aussi du monde pour s'occuper de la partie méthanisation, mais j'y reviendrai après. Et vous êtes installé où? Alors on est installé en Corrèze, on est limite à 9 km de l'autoroute A20, entre Brive et Limoges pour faire très très simple, à égale distance, à 50 km de ces deux villes principales du Limousin. Assez bien desservi sur le plan géographique parce qu'on a l'autoroute A20 à 9 km et la 89 pas très loin. On a 2 aéroports à proximité. Moi, dans mon activité d'élevage, de vente de reproducteurs en France, mais aussi à l'étranger, c'est un atout, c'est un point fort puisqu'on reçoit des délégations étrangères de différents pays. Et quand vous avez un aéroport à 50 km, c'est beaucoup plus facile de recevoir une clientèle étrangère. Alors on va parler effectivement de l'unité de méthanisation qui a été créée en 2017, c'est bien ça. Vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet? Avec grand plaisir. Donc si vous voulez, la méthanisation, elle vient avant tout des vaches. Elle est partie des vaches. De par mon activité d'éleveur, donc je suis éleveur, mais je suis aussi juge à l'international. Donc je juge les concours limousins à l'international de l'Europe, mais plus loin, j'ai été au Mexique et dans d'autres pays. Et dans différents pays, j'ai eu la chance de rencontrer des éleveurs, mais qui avaient aussi des méthaniseurs. Et donc, ce qui m'a permis déjà, depuis 15 ans, de me familiariser un petit peu avec cette approche de la méthanisation. Et j'ai eu la chance, de par cette activité, de rencontrer, j'ai visité 35 sites de méthanisation en France, mais surtout en Europe. Et de là, j'ai dit, le procédé m'a paru intéressant, mais je me suis dit, la réflexion, j'ai dit, avec des effluents d'élevage, on peut créer de l'énergie verte, on peut créer un biométhane, et ça, c'est un biogaz avant tout, et ça, c'est ce qui m'intéressait. Donc l'idée, elle est partie, je dis, voilà, on le fait dans d'autres pays, on le fait un petit peu chez nous, mais pas forcément avec des effluents d'élevage. Dans certaines cultures, moi j'ai beaucoup de clients dans l'Est de la France, et quand j'allais dans l'Est de la France, quand je voyais toutes ces superficies qui étaient ensilées pour mettre dedans, je dis voilà. Alors que j'allais voir des clients acheteurs de reproducteurs en Allemagne et qui, eux, à partir de fumier, parce qu'il y a des Allemands qui font des cultures pour mettre dedans, mais il y a aussi des éleveurs qui savent prendre les effluents d'élevage pour faire du biogaz. Et donc j'ai cherché à développer sur mon exploitation un site qui correspondait à ce que je voulais, puisque chaque méthanisation pour moi est unique. Elle est propre à chaque ferme, à chaque entité. Et donc, j'ai voulu mettre une unité de méthanisation qui soit fonctionnelle et qui fonctionne à partir d'intrants issus de déjection animale. Alors, on va peut-être avancer un peu plus dans les chiffres, mais voilà, ma réflexion philosophique, elle était là. À partir d'effluents d'élevage, on peut produire un biogaz. On le fait partout ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous. C'était ma vraie conviction et philosophie, au-delà de tout autre aspect, quoi. Et ça, c'est ce qui a guidé donc, vos choix pour toute la construction du projet. Parce que comme vous l'avez dit, chaque projet est unique et puis chaque projet prend aussi du temps entre l'idée et la réalisation. Donc comment est-ce que vous avez avancé? Quelles ont été les étapes? Alors, tout simplement, quand je me suis... donc, ça fait depuis maintenant bientôt plus de 10 ans que je m'étais mis cette idée en tête. Donc, je me suis pris le temps de la réflexion, d'aller visiter d'autres sites. Dans les sites, il ne faut pas se voiler, il y a des unités qui fonctionnent très très bien, qui sont très vertueuses, il y en a qui fonctionnent moins bien, il faut savoir dire les choses. Et donc j'ai essayé de prendre les bons exemples, de prendre les bonnes choses chez chacun et de laisser ce qui marchait un peu moins bien. Et c'est pour ça que je me suis déplacé sur des unités qui ne fonctionnaient pas et celles qui fonctionnaient aussi très bien. Et d'après, d'adapter ou de créer l'unité que je voulais à partir de ce que je voulais mettre dedans. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la même unité partout. Et le process qui va très très bien chez moi, peut-être ne fonctionnerait pas dans d'autres exploitations. On ne peut pas faire du copier-coller. C'est ça. Mais c'est ça qui est bien. Et alors, comment est-ce que vous avez été accompagné? Parce qu'effectivement, il y a plein d'éléments à prendre en compte. J'imagine qu'à partir de ces visites, vous avez établi une espèce de cahier des charges sur ce que vous vouliez faire. Mais ensuite, comment vous avez été accompagné et par qui pour avancer dans ce projet? Alors, j'aurais pu faire les choses de manière très très simple, mais ça n'a pas été le cas. Au début, mon idée première, c'était de faire du biométhane et d'injecter le biométhane dans le réseau GRDF. La seule problématique, c'est que je suis dans un endroit charmant en Corrèze, mais qui est un peu isolé des grandes villes. Et donc, j'étais à 38 km du gazoduc. Et la réglementation vous oblige à ne pas faire un gazoduc de plus de 30 km.
Donc j'avais fait ma demande à GRDF qui m'a été gentiment refusée en me disant « Monsieur, vous êtes trop loin, nous n'y sommes pour rien. Donc ou vous déplacez votre site ou pas. » Et ce n'était pas mon idée parce qu'après ça amenait d'autres réflexions, faire du transport pour aller... Et ce n'était pas ma philosophie. Donc j'ai lancé mon projet en cogénération. J'ai bien avancé mon projet, j'avais toutes mes autorisations, mes accords de financement, tout était prêt. Et là, GRDF me rappelle en me disant « Monsieur Larafeuille, on a un projet de méthanisation qui va être pas très très loin de chez vous. Et là, maintenant, on diminue la distance non plus de 38 km, mais de 29 km. Et vous êtes éligible à créer, si vous souhaitez toujours le faire, en faisant un gazoduc de moins de 30 km, vous pourriez être accordé au réseau GRDF. » Donc, c'est-à-dire d'être accordé à ce méthaniseur? Non, au point d'injection le plus proche de chez moi. Alors, sur le moment, j'ai dit, bon, c'est trop tard, on y va pas, on change. Et puis, vous savez, je me suis dit, bon, allez, c'est ce que tu voulais faire, il faut toujours faire ce qu'on a envie dans la vie. Donc, c'est ce que tu voulais faire. Donc, on va faire simplement un avenant aux différents organismes. Et puis, ça va partir pareil. Donc, j'ai prévenu toutes les entreprises en disant, je vais peut-être modifier mon projet. Et là, j'ai fait une erreur. Et je le dis ouvertement et librement, j'ai fait une erreur. Quand on a un projet, on va au bout. On ne le change pas. Et si on le change, on repart à zéro. Moi, j'ai pensé que, d'un point de vue administratif, c'était tout à fait simple de faire un avenant à tous les dossiers. Et non. La réglementation est très stricte, et ce n'est pas forcément un défaut. Mais quand on a un projet, on l'amène de A à Z et on ne modifie pas en cours de route. Je n'ai pas été le bon exemple à ce niveau-là, j'ai modifié, mais au final, avec donc 1 an et demi de délai supplémentaire, eh bien, j'ai réalisé le projet que je souhaitais au départ. Mais c'est pour ça que depuis 2017, où j'ai lancé toutes les démarches administratives, j'ai terminé la construction en fin 2022. Oui, c'est long. Hein. Donc c'est long. Bon, un projet, non. Je suis dans la moyenne parce que les projets, voilà. c'est 5 ans. La moyenne des projets, c'est 5 ans. Donc je suis resté dans la moyenne, mais je pouvais la faire beaucoup plus simple. Et alors, est-ce que vous avez fait appel à un assistant maître d'ouvrage, un maître d'œuvre? Comment vous avez fonctionné? Alors au début, non. Au début, j'ai lancé le projet initial, je l'ai amené personnellement, du dépôt du permis de construire, des études. J'ai accompagné toutes les études, j'ai rempli tous les dossiers, jusqu'à même le dossier subvention. J'ai tout mené de A à Z, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis dit, je vais le faire, comme ça je vais maîtriser ce que je vais mettre en avant. Quand j'aurai des interlocuteurs aussi bien à la DDT qu'à l'Adréal, je saurai de quoi je parle. Donc c'est un mal pour un bien. Après, ça prend beaucoup de temps. Monter un dossier aujourd'hui, c'est un projet méthanisation. Sur le plan administratif, c'est très très long. Et comment vous avez géré ça justement? Parce que ça prend beaucoup de temps, donc c'est du temps que vous ne passez pas sur l'exploitation. Alors j'ai compris que vous étiez assez nombreux, mais quand même, j'imagine que d'habitude vous avez un rôle crucial dans l'exploitation. J'ai compris que vous vous déplaciez aussi beaucoup. Donc comment est-ce que vous avez fait pour organiser votre temps entre le montage du projet et votre quotidien? Tout simplement, j'ai un peu délaissé. Après, je suis bien épaulé, je suis bien secondé. J'ai une famille assez soudée, donc ça c'est une chance, c'est très important. Et donc tout le monde a compensé un peu le manque du fait durant mon absence. Mais honnêtement, ça c'est le message que je veux porter, je l'ai déjà dit, je pense que ce que j'ai fait, il ne faut pas le faire. Non mais on doit reconnaître ses erreurs et c'est comme ça qu'on progresse. Aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence parce qu'en plus, par rapport à 2017, les choses sont quand même un petit peu complexifiées. Donc on a obligation aujourd'hui d'être suivi, assisté par un assistant maître d'œuvre. Ce que j'ai fait initialement, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Honnêtement, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ça a été bien à titre personnel pour acquérir des données, des compétences, mais honnêtement, c'est trop compliqué. Et la réglementation, c'est quand même durci un petit peu. Donc sur le plan administratif, c'est assez lourd. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on n'a pas d'autre solution et c'est une bonne chose. On doit être assisté par un assistant maître d'œuvre. Donc l'unité, elle fonctionne depuis 2022, vous nous avez dit. Quels sont les chiffres clés de cette unité? Alors, les chiffres clés, on peut toujours parler de chiffres. Moi, les chiffres qui sont les plus importants pour moi, et que ceux que je communique et je veux véhiculer, c'est que j'ai 2 rations. Le plus important dans une méthanisation, c'est ce qu'on va mettre dedans, comment on va le traiter et où on va les prendre. Quand on fait une méthanisation, on doit commencer par la fin. On doit se dire combien j'ai d'hectares disponibles par rapport à ce que je vais mettre dedans. Il faut tout tenir parce mettre des intrants, c'est très bien, mais il y a un épandage derrière. Donc il faut y penser.
Et moi, mon chiffre, ce que je veux, ce que je dis ouvertement à tout le monde, c'est que sur l'année, les intrants sont composés de 76% d'effluents d'élevage. Et en ration hivernale, je suis à 95%. Donc oui, avec du fumier, oui, avec du lisier, on peut faire du biogaz. Alors, j'ai bien sûr d'autres intrants qui rentrent, et je vous explique pourquoi. Les choses ont changé dernièrement, mais la production, elle est mensualisée. Elle était mensualisée jusqu'à présent. Et donc, on devait tenir un objectif d'une production. Mon unité fait 150 normomètres cubes, et on devait tenir les 150 normomètres cubes mensuellement. Donc, en ration hivernale, je n'avais pas de problème, parce que j'ai suffisamment, chez moi, ou sur le voisinage proche, d'effluents d'élevage suffisants pour faire tourner l'unité. L'été, non. Et je ne voulais pas, en tant qu'éleveur qui se respecte, conserver les animaux dans les bâtiments pour faire du fumier, pour faire du biogaz. Parce que là, pour moi, ça avait une notion de non-sens. Et donc, j'ai semé des intercultures derrière les cultures principales, que j'ai ensilées, principalement des triticales et des seigles, pour la ration estivale. Dernièrement, depuis le mois de juillet, la réglementation a changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus sur une production mensuelle, mais on est sur une production annuelle. Et donc, il est fort probable que pas cette année, parce que la machine elle est lancée, on ne change pas les choses au dernier moment, mais je veux mettre de moins en moins d'autres matières que des effluents, puisque aujourd'hui, économiquement, pour moi, les performances sont tout aussi bonnes, même bien meilleures avec du fumier qu'avec d'autres intrants. Donc, quand on parle des chiffres clés, il y a ce que vous venez de mentionner, mais il y a aussi la quantité de biogaz. Finalement, vous arrivez à l'estimer aussi, j'imagine, la quantité de biogaz produit, les emplois que ça a généré. Vous pouvez nous donner des éléments dessus ? Oui, ben, sur les intrants, déjà, si vous voulez, nous, on est à 15 000 tonnes. Moi-même, je produis 6 000 tonnes d'effluents d'élevage à l'année, vu le cheptel que l'on a. Après, j'ai un voisinage très, très proche qui m'amène, là aussi, entre 3 000 pour un, 2 000 pour l'autre. On est à 11 000 tonnes d'effluents d'élevage sur 15 000 tonnes à l'année. Donc le pourcentage est très très élevé. On a des issues de céréales qui mettent là, et après des intercultures que j'avais posées. La production, elle est... Donc on a démarré, on a chargé le méthaniseur fin octobre, début novembre. On a commencé à injecter un mois après, donc c'était pas mal. La machine s'est très très bien lancée, je dirais. Et depuis, on est stable à une production de 150 normomètres cubes depuis maintenant 5 mois, 6 mois. Voilà. On a fait une montée en charge progressive parce que l'appât du gain peut être intéressant. Ce qu'il faut, c'est une stabilité, une durabilité. Une méthanisation, ça se gère comme un troupeau de vaches. Il ne faut pas vouloir gagner tout d'abord. Il faut avoir des perspectives à long terme et amener une machine tranquillement du début jusqu'à la fin. Et donc, vous avez aussi embauché des gens pour vous aider sur cette partie-là ? Alors, concrètement, sur la partie exploitation, nous sommes 3 personnes à pouvoir gérer l'outil. Un salarié à mi-temps que j'ai pris, mon beau-frère et moi-même. Parce que ce que je voulais, ce que j'avais vu parmi mes visites que j'avais fait ailleurs, c'est qu'il ne faut pas une personne unique. Ça ne peut pas reposer sur une seule personne. L'accident peut arriver à tout le monde. Le problème de santé peut arriver à tout le monde. Et on n'a pas le droit, dans des outils comme ça, de prendre le risque de dire tout va bien se passer. Ce n'est pas possible. Quand on a une méthanisation, déjà... Je pense que pour un banquier, pour moi, la chose la plus importante, ce n'est pas forcément la taille de l'exploitation, c'est la capacité des personnes. Pour moi, c'est le plus important. Les personnes elles-mêmes, mais l'entourage aussi très très proche. Parce qu'on ne l'amène pas tout seul une unité, ce n'est pas possible. C'est un gros paquebot et il faut bien sûr un capitaine, mais il faut d'autres personnes à côté. Donc j'ai pris un mi-temps sur la partie exploitation. Et ça correspond tout à fait en termes de temps de travail. Par contre, j'ai une personne qui est allée plus qu'à mi-temps, maintenant qui a 3/4 temps pour gérer la partie administrative. Parce que là aussi, pour moi, on doit être les bons exemples. On ne peut pas le gérer comme des fois on a vu gérer des exploitations agricoles. On fera bien les papiers un petit peu plus tard. Non. On doit pouvoir attester tous les jours, suivre tous les jours et faire toutes les démarches administratives comme elles doivent être faites en temps et en heure. Ça, c'est très important, puisque ça peut remettre en cause beaucoup de choses derrière, quoi. Un suivi du cahier des intrants qui n'est pas à jour, un suivi des incidents qui n'est pas à jour, peut remettre en cause l'ICPE, peut remettre en cause plein de choses derrière. Donc, il va derrière le tarif aussi du contrat de rachat. Donc, la partie administrative est tout aussi importante que la partie exploitation. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a un projet, on va jusqu'au bout. Est-ce qu'aujourd'hui,
votre unité de méthanisation, elle ressemble à celle dont vous aviez rêvé au départ? Alors oui, complètement. Alors là, je suis sûr de moi et fier de moi parce que je l'ai amené comme je voulais l'amener. Et après, certains me disent, mais on pourrait faire la même chose. Non, tu pourrais ou pourrais peut-être pas faire la même chose. Elle correspond tout à fait à ce que je voulais. On a beaucoup d'animaux sur l'exploitation, on a beaucoup d'effluents d'élevage, on avait déjà beaucoup de bâtiments donc, avec du photovoltaïque dessus. Donc voilà, les animaux étaient tous stockés avant la méthanisation et ils sont encore tous stockés aujourd'hui l'hiver dans les bâtiments. La méthanisation n'a rien changé par contre sur le mode de fonctionnement de l'exploitation agricole. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça a fait évoluer finalement votre exploitation globale, l'arrivée de cette unité? Ça va faire évoluer parce que forcément ça a amené des activités parallèles. La mise en place des intercultures forcément ramène des choses complémentaires, du travail complémentaire par rapport à ça. Mais sur le gros des intrants, c'est-à-dire les effluents d'élevage, ça n'a strictement rien changé parce que moi il paraît que je ne suis pas tout à fait un mauvais éleveur, donc j'avais la conscience et j'aime bien que les choses soient bien faites. Et je curais les animaux toutes les 3 semaines ou tous les mois. Je le fais exactement de la même façon aujourd'hui, et pour avoir un fumier frais de qualité qui rentre dans la méthanisation tous les jours. Donc concrètement, sur la méthanisation, à part la partie interculture, elle n'a rien changé. Au contraire, elle a amené un peu plus de confort sur les animaux, puisque je paille peut-être un peu plus qu'avant, pour avoir un biogaz de qualité à la sortie, parce que le fumier, quand vous avez un fumier très pailleux, vous avez une richesse dans le biogaz, un taux de CH4 qui est supérieur par rapport à des intercultures. Et ça, c'est indéniable. Ça vous a poussé à l'excellence. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, en termes d'image, c'est pareil, voilà, parce que certains ici me connaissent, mais je reçois des délégations étrangères de différents pays, donc c'est un ensemble. Ils viennent avant tout pour voir l'élevage, mais ils viennent maintenant aussi voir la méthanisation. Et mon modèle, je ne vous dirai pas où, mais j'ai un pays qui est venu l'autre jour, ils sont venus à 8 personnes, acheter des reproducteurs, mais en même temps, ils sont venus prendre des informations sur la méthanisation et ils veulent développer la méthanisation. Et je les ai en contact régulier et je vais être je vais être amené à me déplacer dans ces pays-là pour peut-être amener un petit peu de conseils pour la création de méthanisation chez eux. Comment est-ce que le projet a été accepté par les habitants, voilà, les gens du territoire? Parce qu'on sait que ça peut être aussi un sujet un peu difficile. Et comment est-ce que vous avez communiqué dessus? Ça, c'est une excellente question. Et c'est un point crucial dans une unité de méthanisation. C'est-à-dire que quand moi, je savais ce que je voulais faire, j'ai commencé à aller voir mes riverains et leur dire, voilà, j'ai une idée, j'ai un projet, je voudrais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? En leur expliquant les choses. En disant, ça va être comme ça et comme ça. Avant que certains leur disent que ça pourrait être autrement. Parce que ça, c'est important. Il y a la désinformation est permanente aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent sans savoir, qui disent le contraire de ce qui est, de la vérité. Et c'est ça qui fait le plus de mal. Une fois que j'ai vu ces gens-là et qu'ils l'ont accepté, j'ai été voir le maire de la commune. Et j'ai dit, voilà. Donc c'est quelqu'un qui lui aussi qui est très ouvert, qui est intelligent, qui a compris ce que je voulais faire. Et il faut pas se cacher. Il faut savoir parler, il faut aller expliquer aux gens. Là aussi, dans la filière, on a des bons exemples, parce qu'il y a très peu, il y a beaucoup des fois de pétitions, tout ça, mais il y en a très peu qui aboutissent. Hein. Et ça, c'est important de le dire. Mais par contre, des fois, elles arrivent parce qu'il n'y a pas eu une bonne information. Les porteurs de projets n'ont pas communiqué, n'ont pas été voir les gens pour leur dire, écoutez, ça va être comme ça, comme ça et comme ça. On ne doit pas se cacher c'est pas un truc qui se cache dans un petit coin d'une exploitation, ça. Donc on doit dire vraiment aux gens ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et pas mentir aux gens, hein, avoir une ligne de conduite. Après, j'ai de bonnes relations avec mon voisinage depuis des générations, donc voilà. J'étais pas trop inquiet sur le sujet, mais on peut toujours avoir le doute. Mais la communication est très très importante. Peut-être que dans le public, on a des personnes qui réfléchissent à un projet d'unité de méthanisation. Quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un tel projet? Alors, pour moi, le conseil, la première des choses, c'est faire ce que j'ai fait. Aller voir des autres sites, aller se rendre compte de ce que c'est une exploitation, de l'exploitation d'une unité, le travail que ça représente, parce que ça ne se fait pas tout seul. J'ai du photovoltaïque, là, c'est pas très compliqué à gérer, mais la méthanisation, c'est une vraie activité. C'est une activité parallèle où il y a un vrai travail. Donc, on ne peut pas se dire, on le fera à peu près, parce que là, ça ne marche pas. Donc c'est d'aller sur d'autres sites, rencontrer, discuter avec les gens,
et échanger avec ces gens-là et leur faire part des projets qu'on peut avoir, qui eux-mêmes peuvent vous donner des idées. Après, on a les bureaux d'études qui sont là pour faire la partie études faisabilité, on a tout ça. Mais pour moi, la première des choses, c'est de se rendre compte sur le terrain de ce que ça représente vraiment. Puisque je l'ai fait faire à une personne qui pensait qu'il pouvait faire une méthanisation. Je dis, va en voir 3 ou 4 comme ça et comme ça. Et il a pris conscience qu'il n'avait pas la capacité, pas intellectuelle, mais physique et humaine, quoi. Il avait personne autour de lui. Et j'ai dit non, ça on ne peut pas l'amener tout seul. Il faut une équipe derrière soi, il faut toute une brigade. Et il vaut mieux dire non que les envoyer dans le mur. Quelle serait vraiment l'erreur à éviter pour vous? L'erreur à éviter, à quel sujet? Parce que Quand on est dans la phase de réflexion sur son projet, quels sont vraiment les points clés à prendre en compte pour éviter des erreurs qui pourraient être fatales? L'erreur, c'est que, enfin, si, pour moi, enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs erreurs, mais une qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Il y a des études qui sont mises en place de faisabilité. Les banques font eux-mêmes leurs propres études. Donc on passe par un cabinet, mais il y a aussi les banques qui font leurs propres études. C'est de ne pas avoir peur de mettre en concurrence, pas pour la concurrence monétaire, mais de mettre en concurrence différents intervenants, différents constructeurs. Puisque chaque constructeur peut avoir une bonne idée, peut amener quelque chose, et de ne pas passer à côté un petit détail qui, sur l'exploitation au quotidien, pourrait amener une lacune tout au long des 15 ans, parce qu'on part pour 15 ans. Hein, donc l'outil doit être le plus performant possible. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller voir et aussi mettre en concurrence différents fabricants ou constructeurs pour essayer de bien s'adapter son projet à soi-même et à son exploitation. Ça, c'est le plus important. Et parce que venant de là, si vous voulez, si vous allez voir que ce qui se faisait beaucoup avant, c'est que les constructeurs vous disaient avec tant d'intrants, vous allez faire tant de biogaz. Des fois, il y avait des petits oublis ou des performances qui étaient un petit peu majorées. Et certains, après, cherchent les intrants, courent après les intrants pour coller à la production. Et là, pour moi, c'est le point le plus critique, le point le plus dangereux où il faut faire plus attention. Il faut être sûr de son gisement et sûr pour 15 ans, pas pour 1 an ou 2 ans. À partir du moment où on maîtrise ces gisements, ces intrants tout au long enfin, sur une longue échéance, je pense qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, mais c'est un des points importants à être sûr de son gisement tout au long de la durée des 15 ans, quoi. Merci beaucoup. Pour terminer, j'avais envie de vous poser une question sur peut-être vos prochains projets autour de l'unité de méthanisation ou d'autres projets sur votre exploitation, parce que je pense que vous en avez. Je sens une forme d'énergie quand même en vous. Des fois, il paraît que j'en ai un peu trop, mais bon, après... C'est une bonne maladie. C'est une bonne maladie. Après, voilà, je ne sais pas. Non, je pense qu'on a des choses encore à faire. Il y a des choses à faire autour du projet même. Aujourd'hui, si vous voulez, je fais un biogaz. Je veux juste amener que les gens comprennent bien. Je produis un biogaz que j'épure pour faire un biométhane pour injecter. Le problème, c'est que quand vous avez un biogaz qui est riche à 60%, quand on a des effluents d'élevage, 62%, il est riche en CH4. Il peut y avoir un petit peu de CO2, très peu, mais un peu d'H2S. Mais vous avez entre 30 et 40% de CO2 qui sont là. Une partie est prise pour alimenter les chaudières, pour chauffer les digesteurs, mais l'autre partie, on ne va pas se mentir, elle s'évapore dans l'atmosphère. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a des choses à créer à ce niveau-là. Je pense que les constructeurs s'y penchent maintenant, parce que ça passera aussi par des constructeurs. Hein. Mais je pense qu'on a une vraie valorisation, et même en termes d'image et d'éthique, je pense qu'on doit aller jusqu'au bout des choses. Et peut-être la valorisation du CO2 pourrait être un prochain projet sur l'unité. Voilà. Effectivement, il y a plein de projets qui sont en train de se développer sur ce sujet-là. Donc, c'est effectivement une voie très intéressante sur laquelle on va réfléchir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que dans notre public, nous avons des questions? Oui. Merci. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour Merci. Pour votre réussite du projet. On voit que vous êtes un vrai aussi, un vrai juge aussi. Ça se voit déjà de la taille. Je prends le compliment. Et j'en connais, oui. Alors, quelques questions. Vous dites que vous prenez des effluents d'élevage des voisins.
Alors comment ça se passe? C'est une bonne question. Parce que, si vous voulez, j'avais démarché mes 2-3 voisins au départ, initialement. Là aussi, comme dans mon métier d'éleveur, j'avais sélectionné avec qui je voulais travailler. Donc j'avais été voir certains éleveurs proches de chez moi, ils sont à 3 km, donc voilà, ils sont juste à côté, mais qui ont les mêmes exigences sanitaires sur la partie bovin, sur leur troupeau à eux. Puisque moi, de par mon activité, en vendant des reproducteurs dans le monde entier, j'ai obligation d'être indemne de toute maladie contagieuse. Et donc je n'ai accepté, ou j'ai été démarché plutôt, que les gens qui avaient les mêmes conditions et garanties sanitaires que moi. Donc, sur la partie bovin, il n'y a que mon plus proche voisin qui est un essor-engraisseur, donc il y a un cheptel assez important et qui produit, rien qu'à lui seul, 3000 tonnes de fumier à l'annuel. Et après, les deux autres, les 4 autres, pardon, ce sont des gaveurs ou des producteurs de canards prêts à gaver. Donc, c'est du fumier de canard et du lisier de canard. Ce qui m'a amené à un investissement complémentaire sur l'unité de méthanisation, où je n'étais pas obligé, mais j'ai moi-même voulu faire un investissement complémentaire sur une unité d'hygiénisation de la méthanisation. Et je ne l'ai pas fait là aussi, comme les autres le font habituellement, à l'entrée, je l'ai fait à la sortie. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre une unité d'hygiénisation en entrée, toutes les matières qui venaient d'ailleurs, les passer dans un broyeur, les faire monter en température à 72 degrés et après les injecter dans le digesteur. Moi, j'ai préféré le faire en sortie, c'est-à-dire que je prends toute ma matière, tout mon digestat passe par l'hygiénisation, donc c'est 15 000 cubes à l'année, 15 000 tonnes à l'année. Je passe dans l'hygiénisation, mais je prends ma matière qui était déjà à 42 degrés dans le digesteur pour la monter à 72 degrés. Donc je passe plus de volume, mais moins longtemps, puisque pour monter à 72 degrés, il lui faut qu'1 heure. Alors que quand vous prenez un fumier brut qui est à 7 degrés, 8 degrés, pour le monter à 72 degrés, il faut beaucoup plus de temps. Et de fait, j'économise un peu d'énergie parce que je n'ai pas besoin de broyeur pour le mettre dans l'hygiénisation parce qu'elle est déjà dégradée, digérée dans le digesteur. Donc voilà, j'ai mis l'hygiénisation en sortie et au final, c'était une bonne décision. Et ça, je ne le savais pas. C'est que dans l'agrément sanitaire que j'ai déposé par rapport à mon unité, un agrément sanitaire, c'est obligatoire. Surtout que moi, je suis en dossier enregistrement en plus, puisque je suis à plus de 30 tonnes par jour d'effluents, de matière entrante, je suis à plus de 30 tonnes par jour. Et donc, les services vétérinaires de la Corrèze m'ont dit, écoutez, monsieur Laraffeuille, oui, mais vous mettez une hygiénisation en sortie. Mais j'ai dit oui, c'est parce que je le veux. Je veux qu'il n'y ait aucun risque sanitaire quand mon digestat va revenir sur mes parcelles, mais aussi sur les parcelles des personnes qui me font confiance. Parce qu'ils m'amènent leurs effluents, mais je leur amène le digestat. Et donc, si vous voulez, ils m'amènent 1 tonne, je leur redonne 1 tonne. Mais je voudrais que la tonne qu'ils reprennent, moi, dans mon esprit, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Et par rapport au canard, le risque le plus important, c'était le risque de salmonellose. Donc c'est pour ça que j'ai mis une unité d'hygiénisation en sortie. Et le fait de le faire en sortie m'a amené peut-être, j'en ai pas parlé, mais peut-être une autre voie derrière, c'est que l'agrément sanitaire m'oblige à avoir 2 agréments différents. Un agrément pour la partie exploitation, mais un agrément pour le digestat à la sortie. Et demain, mon digestat qui est hygiénisé pourrait être vendu comme un effluent, comme un compost, comme un amendement, comme ce qu'on veut. Donc du coup, je pense que j'ai pris une bonne décision, mais celle-là, je ne la savais pas au départ. Mais est-ce que je comprends par là qu'ils sont payés en nature? Les apporteurs? Oui, oui. Ah non, alors les apporteurs, je leur achète leur fumier. Je leur achète du fumier à la tonne, un prix normal, standard. En revanche, je leur amène le digestat chez eux épandu gratuit. Et sans rien cacher, j'ai rien à cacher, c'est une transparence. Mon voisin le plus proche, il m'amène 3000 tonnes d'effluents à l'année. En simplifiant sa charge de travail, je lui amène une plus-value de 20 000 euros par an sur son exploitation. Et je procède comme ça avec tous les autres. C'est du gagnant-gagnant. Si ce n'est pas du gagnant-gagnant, ça ne marche pas. On part pour 15 ans, on ne part pas pour 1 an ou 2 ans. Sinon, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur disons les outcomes, les revenus que vous dégagez à partir de là,
et un petit peu, disons, leur part, tout ce qui est tout ce qui est production énergétique, photovoltaïque et puis les gaz, un petit peu leur part dans les revenus de l'exploitation. C'est-à-dire par rapport à l'élevage. Eux, ils sont pas du tout sur l'élevage. Ils m'amènent des matières pour la méthanisation. Non, c'est pour votre exploitation, pour votre cas. Oui, mais c'est deux entités bien distinctes. C'est-à-dire que moi, mes fumiers du GAEC, les rafeuilles pêche, je les vends à la société Corrèze Biogaz, comme mon voisin. J'ai le même cahier des charges pour tout le monde, de moi-même comme pour les voisins. Il y a une transparence, une règle très très simple. Il y a un prix à la tonne, il y a un pont bascule. Toute matière qui rentre est pesée, toute. Et après, on a défini un prix en fonction de sa valeur et de son pouvoir méthanogène. Voilà. Tout est indexé par rapport à ça. On le gère à la tonne de matière sèche, mais je m'applique les mêmes règles sur mon exploitation qu'avec mes voisins, pour qu'il y ait une transparence totale et une durabilité du projet. Merci. Alors, je vais juste donner la parole peut-être à d'autres personnes et je reviens vers vous après, parce que j'avais vu qu'il y avait un monsieur là-bas. Bonjour, merci pour ces explications très claires. Juste une question, est-ce que le biogaz, vous envisagez éventuellement un jour de l'utiliser pour faire fonctionner votre matériel agricole? On parle de décarbonation de l'agriculture et notamment l'arrêt des énergies fossiles. Peut-être qu'il y a une opportunité de ce côté-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de votre côté? Alors oui, si aujourd'hui les constructeurs amenaient des engins agricoles qui soient capables réellement de fonctionner, parce qu'aujourd'hui vous n'avez qu'une marque, qu'un constructeur qui met en avant ce genre de machine, donc ça, avec un retour très très faible. Donc aujourd'hui je ne peux pas le faire, mais si demain des choses sont mises en place, oui je le ferai. J'avais même un autre projet à un moment, c'est-à-dire que moi, mon gaz, je suis en Corrèze, limitrophe avec la Haute-Vienne, et mon gaz part sur Limoges. Et je pense qu'on aurait pu créer quelque chose de très intéressant, c'était faire une station bio-GNV en prenant sur le gazoduc à proximité de Limoges, rien que pour la ville de Limoges, les bus de la ville, tout le matériel qui est autour de la ville, et les faire tourner au bio-GNV sur la ville de Limoges. Après, voilà, c'est des investissements lourds. Il faut que, là aussi, la Limoges Métropole ou la ville de Limoges accompagne le projet. C'est un ensemble, ça ne se fait pas comme ça. Mais on a possibilité de faire ça. Et j'espère, ça fera partie des projets de demain, mais si ça se met en place, avec grand plaisir, oui, au contraire, ça irait jusqu'au bout du raisonnement. Tout à fait. Oui, alors moi, je suis complètement novice sur le sujet. Donc, j'ai une question. Vous avez dit à un moment donné que vous vouliez plus faire des cultures pour faire des intrants. Des intercultures. Des intercultures. Donc, ça veut dire, quand vous n'avez plus de fumier, votre méthaniseur s'arrête? Non, c'est-à-dire que maintenant, je vous ai dit, mon contrat, il était sur une production mensuelle. Donc, tous les mois, je devais tenir une production. Maintenant, la production, elle est annualisée. Et comme moi, l'hiver, j'avais des fois un peu d'excédent sur les intrants, un peu plus de fumier que prévu, je pourrais faire 120% de production, pour donner les chiffres clairs, 120% de production l'hiver, et quand j'ai moins de fumier en période estivale, je vais redescendre à 80%, tout simplement. Mais du fumier, j'en ai toute l'année, parce que j'ai des animaux à l'engraissement, donc j'en produis toute l'année. Mes producteurs de canards, eux, ont des effluents toute l'année. Donc moi, la partie effluent d'élevage, elle est présente toute l'année. Mais c'est l'ajustement, le un petit peu plus ou le un petit peu moins. Et donc le fait que ça soit annualisé, ça fait partie des bonnes choses que toute la filière va demander. On produit quand il y a la matière, produire plus de biométhane l'hiver que l'été, ça a du sens, parce que les usines, qui sont les grosses consommatrices quand même, ne fonctionnent pas l'été, pendant les congés. Oui, bonjour. Moi, j'aurais souhaité connaître le constructeur de votre unité de méthanisation, le coût, l'investissement de votre installation. Et j'avais une autre question. Vous aviez dit tout à l'heure avoir visité certaines unités de méthanisation, dont certaines dysfonctionnaient. Oui. Donc, j'aurais voulu connaître les dysfonctionnements que vous avez constatés. Avec plaisir. Donc, si vous voulez, le coût de l'installation... je reprends dans l'ordre. Le constructeur, il est allemand. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la société Biogaz Oreiter. Et le fondateur de la société Biogaz Oreiter, c'est M. Hans Oreiter, qui lui-même était éleveur de vaches. Et qui a commencé à développer sa méthanisation à partir de ses intrants, de ses effluents. Et il mettait ses effluents d'élevage pour faire tourner sa méthanisation. Et donc, en ayant fait plusieurs visites,
Il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup de bons constructeurs, mais celui-là m'a paru plus adapté à ce que je voulais mettre chez moi et comment ça voulait fonctionner chez moi. Et aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Après, sur l'investissement, il est lourd. Chez moi, il est plus lourd qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'étais à plus de 30 km, à 30 km du premier réseau. Et donc, le gazoduc de 30 km a coûté une somme importante. Il a coûté 2,5 millions. Donc, l'investissement total est à 7 millions. Mais vous avez souvent des raccordements qui sont entre 400, 500, 800 000. Chez moi, il a coûté 2,5 millions. Donc, du coup, l'investissement est un peu plus supérieur que la moyenne nationale. Après, dans les dysfonctionnements, ils sont différents et variés. Il y a eu, je pense, certains les plus mauvais, enfin ceux qui ont fonctionné le moins bien, ça a été, et c'est pour ça que je l'ai bien reprécisé une autre fois après, un manque de sérieux et de rigueur sur l'exploitation d'elle-même. On doit être... c'est un outil comme dans tout travail. On doit être sérieux et être rigoureux tout au long de la journée et tout au long de l'année. Et donc certains l'ont pris un petit peu à la légère. Ils avaient fait du photovoltaïque, j'en ai fait aussi, mais ils avaient fait du photovoltaïque avec une certaine tranquillité sur le photovoltaïque. Et donc ils pensaient que l'exploitation de la méthanisation de l'unité allait se faire pareil. Et donc quand vous n'êtes pas rigoureux et que vous ne suivez pas tout ça, ben, vous pouvez vite avoir des déboires et arriver à une non-production. Et puis là, économiquement, ça devient très compliqué. Et puis là, les amis banquiers viennent vous voir en disant il faut trouver une solution. Donc ça, voilà. Après, ça a été certains qui n'ont pas eu de chance, qui ont eu des casses mécaniques. C'était pas forcément... Ceux qui n'ont pas fonctionné, c'était principalement en cogénération, pas en injection. Après, voilà, c'était comme ça. Mais c'était... Ouais, ils ont eu des casses mécaniques sur des moteurs un peu prématurés. Et voilà les principaux. Mais tout ça pour dire, c'est que voilà, on doit bien penser son projet, on doit bien réfléchir et on doit être suivi et secondé, quoi. Parce qu'une personne toute seule ne peut pas gérer et l'exploitation et la méthanisation, c'est pas vrai. Il faut être entouré. Oui, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas pris le début. Je suis sur une exploitation, on a fait une méthanisation, mais je suis à la retraite depuis une dizaine d'années. Donc on a regroupé 5 exploitations et on a fallu se rapprocher du fameux circuit gaz, parce que sinon ça coûtait trop cher. Donc et c'est les exploitants. C'est sur le problème hygiénisation, parce qu'on a le problème, c'est Ségolène Royal qui disait qu'il fallait une méta par canton pour ramasser tous les déchets. Et il y a les déchets d'abattoir qui demandent une hygiénisation. Alors, est-ce que votre système, ça marche avec les déchets d'abattoir qu'on ferait qu'après? Alors, ça pourrait marcher. J'étais séduit par votre... Non, mais ça pourrait marcher. Personnellement, j'en veux pas. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Moi, je reste sur ma logique. Voilà, c'est un cheptel qui a une haute valeur génétique et une haute valeur financière. Et donc, je ne peux pas me permettre de prendre un déchet qui pourrait avoir un risque sanitaire, puisque tout ce qu'on met dans une méthanisation, on le retrouve à la sortie. Et même si vous hygiénisez, il peut y avoir certaines bactéries malédiques que peut-être il faudrait pasteuriser, il faudrait monter à plus de 100 degrés. Et donc là, c'est un gouffre financier et donc ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc si vous voulez, moi, je sélectionne mes intrants et je préfère faire moins, mais bien. Après, voilà, chaque cas est différent. Et les déchets d'abattoir, les graisses d'abattoir ou les matières stercoaires d'abattoir, sont très méthanogènes et peuvent être intéressantes. Elles doivent être pour moi, elles ont obligation d'être hygiénisées en amont avant de rentrer dans le digesteur. Moi, je ne jouerai pas avec ça, mais chacun, je respecte, chacun joue ce qu'il veut chez soi, quoi. C'est la société qui nous impose un petit peu d'être à la merci. Oui, mais alors, si on est dans des zones de culture ou dans des zones où on ramène le digesteur sur des sols qui ne seront pas pâturés par les animaux derrière, pourquoi pas? C'est de la culture. Ou si on s'engage à mettre tout son digestat sur des zones de culture derrière, il n'y a aucun problème. Sur la partie élevage pur, moi personnellement, je n'y suis pas favorable. J'ai été surpris que vous dites vous tournez qu'avec des effluents d'élevage. Vous n'avez pas de CIVE, vous avez pas... Si, j'en ai un petit peu, mais la ration principale, c'est du fumier. D'accord, 10% comme tout le monde, quoi. Par contre, le fumier est peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir des fois dans des exploitations. C'est un fumier frais et très pailleux. C'est-à-dire que toutes les semaines, je cure un bâtiment. Toutes les semaines, je mets du fumier frais dans la méthanisation.
Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en injection, hein, il faut bien séparer l'injection de la cogénération. Mais économiquement parlant, en injection, il vaut mieux produire un biogaz avec du fumier où on a un biogaz à 62% qu'un biogaz avec des cibles où on a un taux de CH4 à 52%. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une tonne de fumier, on est d'accord, vous allez moins produire de biogaz qu'avec une tonne d'ensilage. Par contre, il est plus pur en méthane, en taux de méthane. Et après, derrière, pour épurer ce gaz, parce qu'il est filtré, épuré, et donc vous avez un compresseur qui tourne pour pousser, moi j'ai une filtration membranaire, et qui pousse dans les membranes. Plus il est pur en méthane au départ, moins vous avez besoin de l'épurer. Et donc, il coûte moins cher en électricité, et au final, économiquement, le ratio est meilleur. Il faut moins de chiffre d'affaires, mais avec une meilleure marge. Oui, nous aussi on est avec Planète, mais le petit pourcentage que vous mettez en plus, c'est quoi exactement ? Je mets des intercultures, vous voulez dire ? C'est des seigles principalement, des seigles forestiers ou du triticale. Après, j'ai des déchets de céréales qui viennent des fois de temps en temps, mais je ne base pas ma ration là-dessus. Par contre, j'ai beaucoup de lisier de canard, qui est très intéressant. Et nous aussi, on fait moins de 15 jours, etc. On est sur la même logique. Sur l'avenir du CO2, c'est vrai que c'est le CO2 qui pose problème. On peut dire qu'on rend à la nature ce qu'on lui a pris. Finalement, il n'y a pas augmentation du CO2, mais ça serait bien si on pouvait arriver à le valoriser. Vous pensez qu'il y a un avenir sur la valorisation ? Mais il y a un avenir. Alors, moi, je suis en Corrèze. On a des belles vaches, mais on a aussi des très bons producteurs de pommes. Et si vous voulez, la récolte des pommes, elle se fait toute au mois de septembre, on est d'accord, à quelque chose près. Et après, ces pommes, on vous les amène d'une même qualité, on vous les sort tout au long de l'année. Elles sont stockées dans des chambres froides. Et aujourd'hui, par rapport à ces chambres froides, on pourrait les faire fonctionner avec du CO2 issu de la méthanisation. Mais on n'a pas été assez loin aujourd'hui. Les constructeurs y travaillent et je pense que demain, il y a un vrai marché. Un vrai marché. Ce n'est pas sur l'aspect financier des choses, mais une vraie logique pour aller au fond des choses. Et comme ça, la boucle est bouclée. Tout ce qui rentre, ressort, et on a exploité tout ce qui ressort. Merci beaucoup, merci à vous tous pour vos questions. Le sujet effectivement de la valorisation du CO2, c'est vraiment un sujet important. Je vous invite à consulter le petit programme et vous verrez que demain après-midi et vendredi matin, on a d'autres interventions sur cet espace sur le sujet de la méthanisation dans lesquelles on abordera aussi ce thème de la valorisation du CO2. Donc n'hésitez pas à revenir, vous êtes les bienvenus. Un grand merci. Merci à vous, c'était très agréable, très intéressant. Eh bien, pour nous aussi, donc parfait. Merci. Et où est-ce qu'on peut venir voir vos vaches alors ? Alors, dans le hall qui est le plus à gauche, au-delà du hall 1, et sur la partie droite du bâtiment, vous avez 400 limousines qui vous attendent. Et dans les 400, j'en ai 11 qui sont des miennes. On reviendra vous faire un petit coucou tout à l'heure. Du coup, je suis désolé, mais voilà, je l'avais dit au départ, par rapport aux gens, c'est pas que je veux m'en aller vite, c'est que je suis en plein concours ce matin. Donc j'ai laissé les animaux à la sortie du ring et j'ai d'autres animaux qui rentrent dans le ring tout à l'heure. Et c'est pas que je veux pas répondre aux questions, mais je peux le faire cet après-midi. Mais ce matin, je pourrai pas, je m'en excuse d'avance. Vous nous avez déjà apporté un très beau témoignage, donc merci encore et puis bon concours alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Et en ce qui nous concerne, merci. En ce qui nous concerne, effectivement, on va poursuivre notre programme avec une conférence sur la toiture photovoltaïque. C'est le sujet que nous allons traiter prochainement avec nos intervenants qui vont bientôt nous rejoindre. Donc, vous pouvez rester avec nous si le sujet vous intéresse et écouter les témoignages des experts.